Arrestation de l'opposant Ousmane Sonko au Sénégal, la capitale Dakar a été le théâtre d'affrontements ce mercredi entre forces de l'ordre et partisans du député. Présidentielle d'avril au Tchad, 9 candidatures validées par la Cour suprême. 8 candidats affronteront Idriss Déby au pouvoir depuis 30 ans. Et puis le Rwanda devient le premier pays africain à recevoir des vaccins Pfizer-BioNTech. Le pays a reçu ce mercredi 100 000 doses de ce vaccin contre le coronavirus. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. On démarre avec cette actualité au Bénin. La police républicaine a arrêté en début de soirée de la journée du mercredi à Porto Novo Rekia Madougou, candidate recalée pour la présidentielle du 11 avril du parti d'opposition Les Démocrates. Selon Joël Aïvo, un autre candidat de l'opposition recalé, lui aussi pour le scrutin, il rentrait à Cotonou à bord du même véhicule après un meeting quand la police les a bloqués sur le pont de Porto Novo et a débarqué de force les autres passagers sauf Madame Madougou. La police a alors pris le volant et l'a conduit à Cotonou en exécution de mandat d'amener de la Criette. Une source affirme que son arrestation est en lien avec les 2 militants de son parti placés sous mandat de dépôt lundi pour association de malfaiteurs et terrorisme. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Et puis à Dakar, affrontement ce mercredi entre forces de l'ordre et partisans du député Ousmane Sonko, principale figure de l'opposition au Sénégal. Ce dernier a été arrêté sur le chemin du tribunal où il devrait être entendu sur des accusations de viol. Les précisions. L'arrestation du député de l'opposition Ousmane Sonko sur le trajet du palais de la justice à la mi-journée pour trouble à l'ordre public a provoqué des confrontations violentes dans le quartier populaire de Colobane, aux alentours des locaux de la gendarmerie, où il était censé être retenu et dont des blindés protégeaient les accès. Ces incidents sont le dernier épisode d'une affaire qui secoue depuis un mois le monde politique avec la présidentielle de 2024 en toile de fond. Sonko, 46 ans, chef du parti PASTEF Les Patriotes et 3e de la présidentielle de 2019, est visé depuis début février par une plainte pour viol et menace de mort déposée par une employée de salon de beauté dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos. L'homme politique a été arrêté et emmené à la gendarmerie de Colobane où il a été, selon ses avocats, placé en garde à vue. Les abords de la gendarmerie ont alors vu des groupes de jeunes harcelés pendant des heures à coups de pierre les dizaines de policiers et gendarmes en tenue anti-émeute. Ceux-ci ont riposté à l'aide de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes, faisant refluer les protestataires dans les rues adjacentes, jonchées de projectiles. La presse a aussi rapporté des incidents dans le quartier de l'université. Aucun bilan n'a été communiqué du nombre de blessés ou d'interpellés. Même à des milliers de kilomètres, l'ombre de Laurent Gbagbo plane sur les législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire. L'ancien président qui vit en exil à Bruxelles est annoncé à Abidjan mi-mars, trop loin pour ses partisans qui l'attendent avec impatience après 10 ans d'absence. Reportage. Pour la première fois depuis son arrestation en 2011 et son jugement à La Haye par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo a décidé de revenir dans le jeu démocratique. Le Front populaire ivoirien, son parti qui a boycotté toutes les élections depuis 10 ans, est aujourd'hui le moteur d'une coalition de mouvements pro-Gbagbo, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui présente des candidats dans la plupart des circonscriptions aux législatives du 6 mars prochain.
Ce scrutin marque le retour de Laurent Gbagbo et de son organisation politique dans le jeu politique institutionnel. Se réjouit son fils aîné Michel, universitaire et lui-même candidat dans la commune populaire de Yopougon à Abidjan, ancien fief du FPI qu'il entend bien reconquérir. Des milliers de partisans pro-Gbagbo enthousiastes, portant des t-shirts à l'effigie du fils et brandissant de grands portraits du père, ont assisté samedi à un meeting de lancement de sa campagne à Yopougon. EDS de tendance socialiste, tout comme Laurent Gbagbo a passé une alliance électorale inédite et surprenante avec le plus grand parti d'opposition de tendance libérale, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI d'Henri Konan Bédié, ex-président et ancien allié du chef de l'État Alassane Ouattara. L'objectif de cette alliance, selon Bédié et Gbagbo, qui sont en contact régulier, est de peser à l'Assemblée nationale afin d'empêcher la consolidation d'un pouvoir absolu d'Alassane Ouattara et de son parti, le RHDP. Le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin, considère lui aussi l'ancien président Laurent Gbagbo comme un acteur majeur de la vie politique ivoirienne dont l'avis doit être pris en compte. Je le disais en titre, 9 candidats s'affronteront le 11 avril pour la présidentielle au Tchad, dont le sortant Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 30 ans, ultra favori face à une opposition morcelée et muselée, selon elle, par l'usage de la force. C'est l'annonce faite mercredi par la Cour suprême. Les précisions. La juridiction suprême, dans une décision lue publiquement, a recalé 7 prétendants et retenu les dossiers du 10 candidats, dont celui de Saleh Kebzabo, principal opposant et rival historique du président Déby, qui dirige ce pays d'Afrique centrale d'une main de fer depuis un coup d'État en 1990. Mais Kebzabo avait annoncé lundi qu'il retirait sa candidature, dénonçant une militarisation évidente du climat politique au lendemain de la tentative d'arrestation d'un autre candidat déclaré, Yaya Dillo Djerou, dans un assaut meurtrier de la police et de l'armée contre son domicile de N'Djamena. La Cour a rejeté notamment les candidatures de Dillo Djerou et de Succès Masra, jeune étoile montante de l'opposition, très critique à l'égard du régime au motif, entre autres, que leur parti n'était pas légalement constitué. Des ONG internationales, l'ONU et la France, ont réclamé une enquête impartiale sur l'assaut meurtrier contre le domicile de Dillo Djerou qui, selon son parti, a coûté la vie à 5 membres de sa famille. Le gouvernement n'a reconnu la mort que de sa mère et de 2 soldats. Dillo Djerou, visé par 2 mandats d'amener pour diffamation et injure à l'égard de l'épouse de Déby, a pu s'échapper. Depuis quelques mois, le gouvernement interdit systématiquement et réprime durement toute tentative de manifestation de l'opposition et de la société civile qui réclame l'alternance et plus de justice sociale. Amnesty International a dénoncé des restrictions disproportionnées du droit à la liberté de réunion pacifique et des arrestations arbitraires. Lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également réclamé une enquête rapide et rigoureuse et déploré le recours à la force dans le cadre du processus électoral au Tchad et demandé à N'Djamena de favoriser un dialogue politique. Le bilan des attaques contre la ville de Dikwa, au nord-est du Nigeria, est disponible. Au moins 6 civils ont été tués et plusieurs autres blessés. C'est ce qu'a affirmé une coalition d'une 50aine d'ONG internationales installées au Nigeria. Les détails. Au moins 6 civils ont perdu la vie dans des échanges de tirs. Plusieurs autres ont été blessés ou sont toujours portés disparus, tandis que des milliers de personnes essaient de fuir la ville après ces attaques. Un porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge a affirmé que l'organisation apportait un soutien médical à 6 personnes qui avaient été blessées dans cette attaque. Les autorités n'ont pas encore communiqué de bilan, mais l'armée avait affirmé mardi après-midi avoir repoussé les djihadistes en dehors de la ville. Plus tôt, les Nations Unies avaient condamné avec fermeté cette attaque qu'elle décrivait mardi à la mi-journée comme toujours en cours. Selon l'ONU, plusieurs agences humanitaires et un hôpital ont été incendiés ou endommagés dans cette violente attaque menée par un groupe armé non étatique. Lundi soir, des sources militaires et humanitaires avaient affirmé que l'attaque avait été perpétrée par des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, très présents dans la zone. Ces sources affirmaient également
également que 25 travailleurs humanitaires étaient bloqués à l'intérieur de ce site. Près de 140 000 personnes vivent à Dikwa, quasiment coupées du monde car la présence de groupes armés sur les routes d'accès les rend extrêmement dangereuses à emprunter. Autre information, le Rwanda a reçu environ 100 000 doses de vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus. Le pays est devenu ainsi le premier de l'Afrique à recevoir ce vaccin. Le Rwanda est devenu mercredi le premier pays d'Afrique à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus avec la livraison d'environ 100 000 doses. Ce pays d'Afrique de l'Est de 12 millions d'habitants avait reçu plus tôt mercredi 240 000 doses du vaccin AstraZeneca. Une première livraison dans le cadre de l'initiative COVAX, dispositif qui vise à fournir des injections anti-Covid aux pays à faible revenu. Selon le ministre de la Santé, les 340 000 doses reçues au total mercredi seront acheminées dès jeudi depuis un entrepôt biomédical vers les hôpitaux du secteur, puis vers des centaines de centres de santé disséminés à travers le pays et seront administrées à partir de vendredi. Elles permettront d'immuniser environ 171 500 personnels de santé ainsi que d'autres populations prioritaires, comme les personnes de plus de 65 ans ou souffrant d'affections de longue durée. Le Rwanda a commencé à vacciner en février les groupes les plus exposés, comme les travailleurs de la santé, après s'être procuré 1000 doses du vaccin du laboratoire américain Moderna. Le pays prévoit de vacciner 30% de sa population cette année et 60% d'ici la fin 2022, a indiqué le ministre de la Santé, Daniel Ngamije. Le pays a effectué plus d'1 million de tests de dépistage du coronavirus et a détecté un peu plus de 19 100 cas pour 265 décès. Le Rwanda a imposé certaines des mesures anti-coronavirus les plus strictes du continent, avec un arrêt total de l'activité dans le pays en mars 2020 et un reconfinement de la capitale Kigali en janvier 2021. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.